Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Nous poursuivons ce dimanche notre exploration de la nature dans la littérature bouddhique entre l'Inde et le Tibet. La semaine dernière, nous avons évoqué la forêt et les valeurs qui lui sont attachées dans la pensée de l'Inde ancienne et en particulier dans les premiers textes bouddhistes. Aujourd'hui, nous retrouvons avec bonheur notre invité Daniel Massé pour parler de la montagne dans la tradition indo-tibétaine. Dans cette tradition, la montagne constitue, comme nous allons le voir, une variante de la forêt et c'est à ce titre qu'elle est particulièrement favorable à la pratique de spirituel. Le grand yogi Milarepa préférait ainsi vivre à proximité des cimes vertigineuses de la chaîne himalayenne, comme nous le verrons en fin d'émission. Daniel Massé, bonjour. Bonjour. Vous étudiez les textes bouddhiques anciens que vous traduisez du tibétain, mais aussi du sanskrit et du pali, ce qui vous permet de mener vos recherches dans une perspective comparatiste. Vous donnez des conférences, notamment à l'Institut d'études bouddhiques. Et puis, je rappelle que vous avez soutenu une thèse intitulée « Les oiseaux ne laissent pas de traces dans le ciel, images de la nature dans la poésie bouddhique indo-tibétaine ». À quoi ça fait référence exactement la poésie bouddhique indo-tibétaine ? En fait, le terme indo-tibétain permet de mettre l'accent sur la continuité qui existe entre le bouddhisme indien et la forme de bouddhisme que nous appelons maintenant le bouddhisme tibétain. Vous savez sans doute que le bouddhisme a disparu d'Inde dans les premiers siècles du deuxième millénaire de notre ère, mais avant cela, il avait eu le temps de s'implanter dans de nombreux pays, et en particulier au Tibet. Et on peut dire que le bouddhisme tibétain est certainement le plus proche du bouddhisme indien tel qu'il était pratiqué en Inde du Nord à la fin du premier millénaire de notre ère. Et donc, c'est pourquoi on parle de bouddhisme indo-tibétain ou même de culture indo-tibétaine. Alors nous allons tout d'abord décrire la montagne indienne. Nous avons vu la semaine dernière que les évocations de la forêt dans les textes indiens étaient nombreuses. Est-ce qu'il en est de même pour la montagne ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, forêt et montagne tendent à se confondre puisqu'elles sont en fait une variante l'une de l'autre. La montagne peut être considérée comme une variante de la forêt. Et en quoi précisément c'est une variante ? Mais en fait, la forêt comme la montagne ont une même caractéristique fondamentale, c'est celle d'être un lieu vide et fréquenté par les chercheurs d'absolu. Bon, ceci dit, la montagne n'en garde pas moins une physionomie bien particulière et elle est définie par des traits descriptifs tout à fait spécifiques. Alors, on va regarder un petit peu quels sont ces traits spécifiques attachés à la montagne. Un stéréotype, peut-on dire, qui revient tout le temps à propos des montagnes dans les textes indiens, c'est le fait que les montagnes sont très riches en minerais de toutes sortes, en or, en cuivre, en argent, en arsenic. Les montagnes, deuxième stéréotype, sont également riches en torrents et en cours d'eau. Et elles sont également riches en végétation et en particulier en plantes médicinales. Bon, là encore, c'est un stéréotype très important. Et il est dit bien souvent que toutes ces plantes répandent à la ronde une délicieuse senteur aromatique. Enfin, pour les montagnes les plus hautes, il est question bien entendu de neige et en particulier pour le mont Himavant. Donc le mot Himavant d'ailleurs est un adjectif qui en sanskrit signifie neigeux et c'est ce mot Himavant qui désigne la région de haute montagne située au nord de l'Inde. Et pour les Indiens de cette époque, comme pour nous, ces montagnes étaient les plus hautes du monde, puisque les Indiens appelaient l'Himavant le roi des monts, c'est-à-dire le mont qui domine tous les autres. Est-ce que c'est celui qu'on appelle aujourd'hui donc l'Himalaya ? Oui, tout à fait. Himalaya est également un mot sanskrit qui signifie séjour des neiges. On le trouve aussi, ce mot, dans les textes indiens anciens, mais il est vrai que le terme Himavant est plus fréquent. Et donc cette Himavant est vraiment une contrée fabuleuse qui est évoquée très souvent dans les textes indiens, mais aussi dans les textes tibétains. Et il faut savoir que la littérature indienne a énormément influencé la littérature tibétaine à cause du développement du bouddhisme. En fait, la littérature indienne s'est introduite au Tibet en même temps que le bouddhisme, si l'on peut dire. Et c'est ce qui explique que les Tibétains, dans leur littérature, portent en quelque sorte un double regard sur les montagnes. Donc, on trouve dans leur description certains traits indiens, mais on y trouve aussi des traits descriptifs spécifiquement tibétains. Alors la montagne, du point de vue tibétain, justement, quels sont ces traits descriptifs tibétains ?
de la Les montagne. Tibétains, en fait, rendent compte avec une grande précision de l'étagement qui est caractéristique des régions de montagne. Et donc, dans leurs textes, ils évoquent souvent les différents étages, les différents niveaux de la montagne, toujours selon un ordre descendant, depuis les neiges éternelles jusqu'au fond des vallées, en passant par les rochers, puis par les prairies d'altitude et enfin par les forêts. Et en outre, chacun de ces niveaux est occupé par un ou parfois plusieurs animaux spécifiques. Alors, quels sont-ils, ces animaux? Bon, je vais citer simplement les principaux d'entre eux. Donc, dans la zone des glaciers, la plus haute, on a la lionne des neiges acrinaire de turquoise, donc, qui est un animal très populaire au Tibet. C'est cet animal qui figure actuellement sur le drapeau tibétain. Un peu plus bas, on a les rochers avec de grands oiseaux tels que l'aigle ou le vautour. Plus bas encore, on a des cervidés. Et enfin, tout en bas, on a la vallée qui est occupée par un cours d'eau où vit le poisson œil d'or. Là encore, le poisson œil d'or est une figure très aimée. Ceci dit, la vallée est également le domaine des hommes qui y construisent leur village. Mais ça veut dire que les hommes, eux, ne sont décrits que dans un seul niveau du paysage? Oui, avec une exception néanmoins, les grands accomplis et les yogis qui, eux, se retrouvent jusque dans les niveaux supérieurs du paysage. Et en fait, c'est là un thème indien, mais qui, au Tibet, a pris une importance toute particulière, puisque, en fait, l'étagement du paysage reflète au Tibet un principe qui gouverne tous les aspects de la vie du Tibet traditionnel. Tout ce qui est bas est inférieur, méprisable, sans valeur, voire dangereux. Tout ce qui est en haut, au contraire, est noble, pur, bienfaisant, digne d'éloge. Ça veut dire que finalement l'étagement a une signification morale? Tout à fait. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner à ce sujet est celui du grand yogi Milarepa, qui avait vraiment soif de pureté et qui ne voyait dans les villages que des lieux de perdition en quelque sorte. Et donc il aimait à séjourner le plus haut possible. Alors on va s'y intéresser un petit peu longuement. Milarepa, qui était-il et quels sont les textes qui nous parlent de lui? Donc Milarepa était un grand yogi qui a vécu entre le XIe et le XIIe siècle. C'est aussi un des grands maîtres fondateurs de l'école Kagyupa. Il improvisait des chants mystiques qu'il n'a jamais fixés par écrit, mais qui ont fait assez vite l'objet de toute une tradition, à la fois écrite et orale. Et il est surtout connu actuellement par une longue biographie qui a été rédigée à la fin du XVe siècle. Et dans cette biographie se trouvent insérés, au fil de l'action, d'assez nombreux chants, dont Milarepa lui-même est l'auteur. Alors quel lien précisément avait-il, Milarepa, avec la montagne? Un lien très étroit, puisqu'en fait, on peut dire qu'il a passé la moitié de sa vie dans des ermitages de montagne qui étaient en fait de simples grottes sommairement aménagées. Son nom lui-même évoque qu'il pouvait résister au froid. Est-ce que vous pouvez, vous qui traduisez ces langues orientales, nous dire un petit peu la signification de son nom? En fait, Milarepa se compose du nom de famille Mila et du nom Repa, qui désigne dans la tradition tibétaine des ascètes maîtrisant une technique yogique qu'on appelle Tummo. Et l'un des effets de cette technique est de produire un grand dégagement de chaleur intérieure qui permet donc d'affronter les plus grands froids sans porter de vêtements chauds. De vêtements chauds, tout à fait. Alors en quoi la montagne était-elle favorable à la méditation pour Milarepa? La montagne, en fait, lui permettait d'échapper à l'agitation, à la promiscuité, aux sollicitations des villages. Et selon la tradition, Milarepa, en fait, quand Milarepa séjournait un peu trop longtemps dans des villages, sa méditation se ternissait. Au contraire, dès qu'il se trouvait en montagne, sa méditation pouvait se déployer sans entrave. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait d'un chant de Milarepa qui nous parle de cette expérience de méditation? Oui, je vais vous lire donc ma propre traduction d'un extrait de chant, donc un chant dans lequel Milarepa commence par décrire le paysage qu'il aperçoit depuis les rochers où il s'est installé pour méditer. Donc cette évocation se conclut de la manière suivante. Les esclaves attachés au monde envahissent la terre, voués au labeur nourricier. Mais moi, le yogi qui les regarde, depuis le précieux rocher resplendissant,
Je vois dans ces phénomènes un exemple d'impermanence. Je médite les plaisirs de ce monde à l'égal d'un reflet dans l'eau. Je tiens cette vie pour l'illusion d'un rêve. Donc vous voyez que dans cet extrait de chant, la terre vue d'en haut apparaît vraiment comme un lieu d'aliénation et d'asservissement. Les hommes sont des esclaves, mais en fait des esclaves, esclaves du désir et esclaves de l'attachement. Et il y a la notion d'une prolifération horizontale, les esclaves envahissent la terre, et à cette prolifération s'oppose la verticalité de la montagne qui permet à Milarépa d'adopter une position dominante et de prendre de la distance. Et c'est ainsi que Milarépa, lui, peut saisir le caractère illusoire des perceptions qui font naître le désir et qui retiennent dans le samsara. Au-delà de l'expérience de Milarépa, pourquoi est-ce que les montagnes tibétaines sont-elles considérées comme sacrées ? En fait, pour les bouddhistes, dans le bouddhisme tibétain, les montagnes sont considérées comme sacrées parce qu'elles sont la résidence de grandes déités tantriques telles que Shakasambhara. Et donc, les montagnes sont devenues des lieux de pèlerinage. Et le pèlerinage consiste à faire le tour de la montagne en la gardant soigneusement sur sa droite, bon, exactement comme lorsqu'on fait le tour d'un stupa. Aujourd'hui, ces pèlerinages à outrance peut-être, l'afflux de touristes et puis aussi bien sûr l'exploitation minière qui a lieu dans ces montagnes. Qu'en est-il finalement pour ces lieux de méditation? Qu'est-ce que ça peut devenir? Je pense qu'on peut encore trouver des lieux de méditation protégés, mais d'un point de vue plus général, il est vrai que la perception que les Tibétains ont de leur montagne va nécessairement changer, puisque ce développement touristique est source de pollution. Il paraît que certains villages sont devenus de véritables décharges à ciel ouvert. L'exploitation minière fait encore courir des risques bien plus dangereux, avec des risques de pollution chimique, voire radioactifs, puisque le Tibet est très riche en uranium. Et donc on peut dire que les Tibétains, actuellement, sont confrontés à une transformation très rapide de ces paysages magnifiques qui, pour eux, symbolisaient depuis des siècles et des siècles un idéal de pureté intangible et immuable. Donc il est sûr que de nos jours, on est vraiment très loin de la vision idyllique qui prévaut, par exemple, dans les chants de Milarépa. Voilà, c'est sur cela que nous allons conclure. Merci beaucoup Daniel Massé d'avoir répondu à nos questions et livré quelques éléments de votre thèse. Les oiseaux ne laissent pas de traces dans le ciel, image de la nature dans la poésie bouddhique indo-tibétaine. C'est une thèse qui sera à paraître en 2016 dans le supplément Nord-Asie de la revue Études mongoles et sibériennes, centra-asiatiques et tibétaines. Voici aussi d'autres suggestions de lecture en rapport avec l'émission. Tout d'abord, Milarépa, nous en avons parlé, La vie et les 100 000 chants, traduit du tibétain et présenté par Marie-Josée Lamotte, édition Fayard. Cet ouvrage de taille imposante retrace la vie du grand yogi Milarépa. Il constitue une biographie très vivante dans laquelle sont insérés de nombreux chants attribués à Milarépa. Pèlerin, lama et visionnaire, source orale et écrite sur les pèlerinages tibétains de Katia Buffetrille. Cet ouvrage, publié en Autriche par l'Université de Vienne, propose entre autres la traduction de guides de pèlerinage consacrés aux montagnes sacrées tibétaines. Du Cachemire au Tibet à la découverte du yoga de Elle Adams Beck, édition Partage. Ce roman anglais des années 60 a révélé à toute une génération d'occidentaux les clés et la poésie de la vie spirituelle indo-tibétaine. Silencieux arpèges, extrême saison et vibrants arpèges de Jigme Trinley Gyatso, édition L'Astronome. Il s'agit de 3 petits recueils de poèmes sur la beauté de la nature. Et puis enfin, un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage de Mathieu Ricard, édition de La Martinière, un livre de photographie sur le paysage grandiose des sommets que le moine Mathieu Ricard a pu observer depuis son ermitage népalais. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en cliquant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche et à la semaine prochaine.